Bienvenue dans ce ski chrono débrief spécial Bansko, un ski chrono exceptionnel après ce week-end de Coupe du Monde en forme de feu d'artifice pour les Français et un ski chrono débrief exceptionnel que nous accueillons avec Marc Garcia qui m'accompagne dans cette émission. Marc Garcia, ancien slalomeur de Coupe du Monde. Nous accueillons une légende du ski, une légende du cirque blanc, Marc Girardelli, qui est là à double titre. C'est un ambassadeur de la station de Bansko, où il a investi, c'est un entrepreneur, mais aussi il est là surtout parce qu'il a gagné 5 fois le gros globe de cristal, 46 victoires en Coupe du Monde, 4 titres mondiaux, 2 médailles olympiques. Il a gagné dans toutes les disciplines. C'est donc le témoin privilégié pour nous accompagner, pour nous décrypter ce week-end de Bansko où les Français ont brillé, et puis pour nous expliquer aussi ce qui attend Alexis Pinturo, qui est engagé dans la dernière ligne droite du gros globe de cristal. Bonjour Marc. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Salut. Salut Marc. Salut Marc. Bonjour, Marc. Salut. C'est pas évident, il y a deux Marc. On va jongler. Marc Girardelli, merci de vous rendre disponible. Vous venez juste de rentrer de Bansko. Comment s'est passé ce week-end de Coupe du Monde? Je dois admettre que c'était un peu fatigant parce qu'on devait célébrer les succès de l'équipe française. Je dois dire. C'était un grand week-end. Les gens à Bansko ont fait un bon boulot avec la piste. C'est vraiment une course très, très difficile à sélectionner, même pour les hommes. L'année dernière, c'était les femmes et ils ont eu un peu de problème parce que c'était trop glissé, trop raide et trop long peut-être. Mais pour les hommes, vraiment quelque chose de sélectif, incroyable, comme Kitzbühel ou Alta Badia. Et je suis très heureux que l'équipe française a fait une belle performance là-bas. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était le revêtement? Parce qu'on a vu que les skieurs avaient du mal à dompter cette piste, cette neige. Même les meilleurs dossards ont eu parfois des gros écarts. Oui, le problème était que les Bulgares ont préparé depuis plus que 4 semaines avec 1000 personnes la piste et c'était un changement de temps. C'était très froid et après très mou et il a plu et toute cette capriole de temps a succès dans une piste très compacte avec 3 mètres de glace compact et le premier jour, en samedi, les températures étaient encore un peu chaud. Ça a aidé un peu avec les conditions pour les pectorales plus derrière parce que la glace n'était pas tant agressive. Dimanche, la température est tombée à -5, -6 degrés pendant la nuit, peut-être plus. Et la glace est devenue encore plus dure, plus glisse. Mais on doit dire les meilleurs skieurs ont gagné et ont fait le bel succès cet week-end. Alors justement, vous pensez que ce sont ces conditions difficiles qui expliquent que les Français ont réussi à être devant? Non, je pense Pinturo de début de la saison et le Romp qu'on devait battre en slalom géant. Même cet week-end, lui avait un peu malchance. Sur le premier cours, lui a perdu un bâton d'après 5 ou 6 portes. Bien sûr, lui a perdu une demi-seconde, une seconde peut-être, et a perdu aussi la victoire samedi. Dimanche, on doit dire Fèvre, même avec Pinturo, avec 2 bâtons de départ fait à l'arrivée, était imbattable avec presque une seconde d'avantage. C'était vraiment une performance exceptionnelle. Et je pense que la confiance après les 2 médailles d'or à Cortina, c'est quelque chose, une motivation extra pour Fèvre. Et lui a déjà fait voir dans les cours avant que lui a une forme exceptionnelle cette année. Marc Garcia, tu voulais justement parler de Fèvre?
Oui, Oui, moi je pense que moi j'ai vu Mathieu qui a dominé, comme tu l'as bien dit, Marc, c'est que il s'est repositionné très très bien au championnat du monde. Et comme quoi, tu sais que ça bascule souvent avec très très peu de choses au niveau du mental. Il a apparemment aussi utilisé des longueurs de ski différentes. Il avait le matériel qui correspondait parfaitement. Il a été impérial. Moi j'ai d'accord avec Marc. C'est absolument fabuleux de la façon dont il a skié sur une piste, encore une fois, excessivement exigeante. Pour moi, ça a été la plus dure de l'hiver, hein, Marc. Qu'est-ce que tu en penses? oui, vraiment. Déjà à Cortina, les conditions de la piste étaient très, très difficiles là-haut. euh, une glace très, très glissée et en bas, une neige plus agressive. C'était énorme, difficile d'ajuster les matériaux à cette cour. À Bansko, c'était plus ou moins la même comme à Cortina, elle part plus haut. Et j'ai vu que Fèvre avait une agressivité dans ce style que je n'ai pas vu au début de la saison. Et au contraire, Pinturo a perdu un peu l'agressivité, aussi la confiance peut-être, comme lui avait eu à Adelboden ou même à Cortina avant son chute dans la deuxième épreuve. Alors, en plus, Alexis Pinturo, il joue le général de la Coupe du Monde, donc il doit marquer des points. Ça peut aussi expliquer j'allais dire qu'il est dans une stratégie où il gère un petit peu ses courses et il n'en met pas plus. Oui, bien sûr. Lui fait presque toutes les disciplines. Et à la fin de la saison, d'après les mondiales, est normal qu'un corps, une tête devient un peu fatiguée. Je me souviens aussi à le temps quand j'ai fait toutes les disciplines contre Zurbriggen. Au mois de mars, c'était énorme, difficile de réaliser toute l'énergie dans toutes les cours. Et c'est normal qu'un Pinturo perde 5 ou 10% de son performance parce que la saison est trop longue. Et bien sûr, le goal, comme je dis, L'objectif. le but principal est gagner la Coupe du Monde globale. La première fois après Luc Alphon en 97, et je pense que c'est la plus grande performance pour France et pour Pinturo. En moi, opinion, ça vaut de plus que les médailles d'or. Ouais. Alors, vous êtes un spécialiste, un expert du gros globe, hein. Vous avez gagné 5 fois. Oui, comme je me souviens, j'ai quelques boules à la maison. Oui, oui. Quelques boules. Quel conseil vous donneriez à Alexis Pinturo pour justement gérer cette dernière ligne droite entre le physique où il va être un peu fatigué, le mental, la calculatrice, Marc Odermatt? Comment on fait? Non, là, je pouvais conseiller à Alexis éviter les blessures. On s'est vu avec Gotcha avant le mondial. C'était une course annulée à Garmisch et il a descendu trop vite dans le brouillard au Valais et s'est blessé très fort et a perdu toute la saison et mondiale. La chose principale est éviter des blessures à la fin de la saison parce que la concentration est définitivement moins qu'au début de la saison. La réaction est plus moins et c'est la chose plus importante pour Alexis. Je pense aussi maintenant, quand lui arrive en troisième, quatrième position dans les cours, ça suffit. Lui a gagné assez cette année. Et le but principal, définitivement, gagner la Coupe du Monde entière, le global. Et le reste, ça peut faire l'année prochaine. Marc Garcia, tu voulais que Marc Girardelli nous donne son pronostic? Oui, non, mais après, Marc, il le sait très, très bien.
en dehors d'arriver à cette période-là sur des neiges aussi différentes. On le sait, hein, Marc, tu le sais aussi bien que moi, les neiges différentes, des neiges mouillées, des neiges très chaudes, avec aussi le changement de matériel, hein, passer des skis de super géants, des skis géants, les phases d'entraînement, et surtout, la logistique implacable pour Alexis, c'est de gérer et de se reposer. Et c'est ça, à mon avis, le plus important aujourd'hui, c'est de gérer sa logistique pour lui permettre de se reposer un maximum et d'éviter de perdre de l'énergie partout. C'est juste, Marc, je suis confiant à la même chose. Et je pense Alexis a assez d'expérience de continuer sa rue de succès pour la fin de la saison. Et lui sait comme se skie vite en slalom, en slalom géant, super G. La descente, je ne pense pas, est vraiment une discipline importante pour lui. Lui a assez d'avantages avant de Odermatt. Et Odermatt doit risquer, pas Pinturo. Et je pense lui va gagner facilement la Coupe du Monde cette année, aussi parce qu'il a un avantage de 200 points. Ouais. Alexis Pinturo est un skieur polyvalent. C'est assez rare aujourd'hui. Il y a Loïc Meillard, un petit peu Marco Schwartz. Ça vous rend heureux de voir comme vous un skieur polyvalent qui va pouvoir regagner ce gros globe de cristal que Marcel Hirscher, qui n'était pas totalement un polyvalent, avait un peu confisqué? Oui, une athlète comme Pinturo, quand est vraiment nécessaire, je pense aussi que lui peut faire la descente avec beaucoup de succès. Mais au moment, il n'est pas nécessaire parce que lui est fort dans 4 disciplines. Dans slalom géant, super G, la combiné, aussi le parallèle, lui a gagné en décembre à Zurich. Et puis, je pense ça suffit pour lui. Lui ne doit pas risquer trop dans la descente. Odermatt doit risquer. Lui est encore jeune, je pense. Lui a aussi un caractère pour la future. Mais Pinturo est encore assez jeune de continuer quelques années pour les Français, de représenter le meilleur skieur du monde dans la Coupe du Monde. Hein. Marc, à quel âge vous avez-vous commencé la descente en Coupe du Monde? Je voulais commencer avec 19 années déjà, aussi parce que, non seulement parce que j'ai dans une situation critique Coupe du Monde, j'étais seulement l'idée parce que j'aime la vitesse, j'aime la descente. Et d'après 3 descentes, j'ai eu une très grande chute à Lake Louise et je m'ai blessé très, très lourd. J'ai presque perdu la jambe gauche et j'ai beaucoup de bonnes chances de trouver une orthopède très fameuse aux États-Unis, Dr. Steadman, qui me fait une opération pendant 5 heures. Et aussi la thérapie en Autriche, les mois d'après, c'était quelque chose vraiment extrême, bien. Et j'ai eu beaucoup de chance de retourner déjà la saison prochaine. Mais pratiquement 2 ans plus tard, Zurbrücken m'a forcé d'entrer dans la descente de nouveau. J'ai gagné 11 cours dans la saison 85, mais Zurbrücken était un cours assez près de moi et lui était plus fort de la descente, bien sûr, et je m'ai décidé de participer aux derniers 3 descentes à Furano, à Espen et à Panorama, je pense. Et je réussis d'entrer au premier site de la descente avec ces 3 descentes. J'étais 18e, 9e et 6e, seulement 1 seconde derrière Peter Müller, le dernier cours en descente. Puis, c'était un bel succès. Son entraînement après le grand blessure.
Puis, je me décidé de continuer la descente parce que aussi, j'aimais la vitesse, j'aimais la descente. C'était toujours la discipline plus aimée de moi. D'accord. Euh, comment vous, comment vous jugez l'évolution de la Coupe du monde de ski avec l'arrivée des formats en parallèle, le combiné qui est un petit peu abandonné? Comment vous jugez ça? Oui, au moment, il n'y a pas beaucoup de coureurs qui sont capables de faire une combinée ou même toutes les disciplines. Ce sont vraiment seulement peu d'athlètes qui peuvent réussir d'avoir succès dans toutes les disciplines. Même Pinturo a des problèmes dans la descente. Odermatt a des problèmes dans le slalom. Puis, au moment, je pense, il n'y a pas un athlète comme Bode Miller, un athlète comme moi ou Surbriggen. Mais les années, on va voir comment la Coupe du Monde se développe. Je pense la discipline de combiner au moment n'est pas trop intéressante pour le public. Aussi, le slalom parallèle, je pense on doit choisir les ressorts vraiment populaires que aussi le public peut être présent, peut-être vraiment directement à la manifestation. Cette année, en général, était un peu difficile aussi, sans de spectateurs avec Corona. Et tous les coureurs doivent être heureux que le Coupe du Monde pouvait être présente, pouvait faire des manifestations. Je pense que c'est une grande chance pour nous et j'espère l'année prochaine devient un peu mieux avec la situation normale. J'espère, je pense tous espèrent que la situation revient comme dans les années dernières. On l'espère tous. Marc, de quoi êtes-vous le plus fier dans votre carrière de skieur? Comment? Quelle est votre fierté dans votre carrière de skieur? C'est d'avoir été champion du monde, gagné 46 victoires, le Gros Globe 5 fois. Oui, c'est déjà il y a quelques années, je ne me souviens tant bien à ces temps, hein. Mais je me sens très bien maintenant. Je suis encore très prêt à la Coupe du Monde. Je visite les Coupes du Monde. Je suis assez actif avec la station de Bansko de retenir les Coupes du Monde dans les prochaines années, de faire de promotion à Bansko. Puis, j'ai aussi un vêtement pour Teams. Je produis les vêtements en Bulgarie. Nous sommes seulement 2 personnes, mais nous avons une production en Bulgarie avec une autre entreprise. Et cette année, par exemple, nous avons supporté 60 ski clubs et écoles de ski et resorts de ski avec des vêtements spéciaux. Et cette business se développe assez bien. Nous ne sommes pas dans le marché, nous faisons le business directement et notre client peut faire le design individuel sur notre site Internet, sur notre configurateur. Pour quelle raison vous avez investi à Bansko en Bulgarie? C'était j'ai déjà travaillé pendant 15 ans pour Bansko, j'ai fait la promotion et c'était une belle occasion de participer à cette station pour moi et je suis encore très passionné dans le sport de ski. C'est vraiment une passion. Ce n'est pas une hobby, c'est une passion pour moi. Et j'aime les montagnes, j'aime les régions, mais aussi dans les derniers 15 ans, j'ai connu les champs dans le pays de Bulgarie et j'étais traitement toujours très, très bien. Et ils sont aussi très passionnés pour les jeunes de développer le sport de ski dans tout le pays. Et c'était pratiquement les raisons que je m'ai décidé d'investir dans le resort de Bansko.
Marc Garcia, tu es allé skier à Bansko? Non, je n'ai pas été encore. Marc m'a invité, je ne suis pas allé à Bansko. J'ai une question pour Marc, c'est qu'il parle de Bulgarie. Quel est ton rapport avec Popangelov? Parce que tu sais que le grand champion Oui. avec qui nous avons Popangelov. couru, le grand Popangelov, qui est à Borovets de mémoire. Oui, oui, oui. Vous vous voyez souvent, ça se passe comment? Oui, Le développement du ski entre tous les deux? Lui vive à Borovets. Borovets, c'est une autre station en Bulgarie où nous avons déjà eu de Coupe du Monde au début des années 80. Pratiquement, Peter était à Bansko le week-end dernier. J'ai parlé avec lui. Il lui parle assez bien allemand, anglais et bulgarie, mais pas français. Et lui, je dois dire, je le connais depuis plus que 40 années. Et lui, une forme physique incroyable. Et je suis vraiment un peu jalouse à lui parce que lui n'a pas changé presque rien pendant les dernières 40 années. Et lui, un petit hôtel à Borovets, mais je pense que lui ne travaille pas assez. Je pense sa femme fait le business à Borovets, mais lui est très humble et très sympathique. Mais lui ne peut pas faire le même boulot que moi je fais pour Bansk parce que lui n'est pas un homme pour le public. Lui reste à la maison, skier avec les chiens à la maison, mais lui n'aime pas être tant présent dans le public, dans les médias. Mais un personnage très modeste, très sympathique et encore un héros en Bulgarie. Marc, à quoi ressemble la station de Bansko si vous deviez la décrire pour le public français? C'est à Bansk, 900 mètres d'altitude, c'est ça? Bansko, le pays de Bansko, le village de Bansko est à plus ou moins 1000 mètres d'altitude et le télésiège plus haut est fait à 2700 mètres. Ah oui, ça Et fait. on peut descendre 1700 mètres sans utiliser une ski lift. C'est une piste énorme, longue, avec énorme d'altitude. Et le ressort n'est pas trop gros, mais assez sélectif. La piste où se trouve le cours de Coupe du Monde est vraiment difficile et raide, mais toujours bien préparé. Je pense, après le Junior Championship maintenant que se passe cette semaine à Bansko, la piste ouvre de nouveau pour le public. Et bien sûr, le glace était détruit, que les gens normaux, le public, peut descendre la piste de Tomba. La piste s'appelle de Tomba, où se trouve le Coupe du Monde. Mais autour de montagne, ils sont aussi de pistes médiocres et de pistes faciles aussi pour les débutants. Et ils ont une école de ski de 500 professeurs de ski. Ils ont vraiment organisé très bien. Ils ont de ski lift très modernes, de Doppelmayr et Leitner. La seule chose qui manque est la deuxième gondola, télécabine, de village transporter tout le public dans la station de ski parce qu'on attend presque 15 années maintenant d'installer la deuxième gondola, mais je pense que nous avons bonne chance pour l'année prochaine de recevoir la concession, le permis de construire la deuxième gondola. Parce qu'au moment, au week-end, on doit attendre entre 1 et 2 heures d'entrer dans la télécabine. Pour tous les gens, ce n'est pas une situation pour les plus modernes stations de ski d'Europe de l'Est. Mais on travaille dur de recevoir ce permis. Je pense entre 2 ans, on va installer une deuxième télécabine, peut-être une, deux télésièges de nouveau. Nous arrivons à 1000 km de pistes préparées et aussi un peu d'off-piste, mais pas trop. La spécialité est plus pour le skieur qui aime la piste.
et aussi pour entraînement, bien sûr. Beaucoup d'équipes arrivent en bas pour s'entraîner aussi. Au mois de mai, les pistes à eau sont ouvertes fin en juin et c'est beaucoup mieux que chez nous sur les glaciers, je pense. Est-ce que la Bulgarie et la station de Bansko a été fermée à cause du coronavirus? Comment ça se passe? N'est pas fermé, mais réduit, je pense, bien sûr, seulement 50% de peuple peuvent arriver dans les pistes. Même maintenant, on doit attendre peu à les télésièges. Normalement, vers 14 000 personnes peuvent arriver dans la station de ski. Maintenant, je pense, pendant le week-end, on peut arriver à 7, 8, 9 000 personnes. C'est très bon pour tous les skieurs, vraiment, la situation un peu plus ouverte. Normalement, à Bansko est vraiment un peu presque comme Courchevel quand les conditions sont très bonnes. Mais malheureusement, pas cette année. Pas cette année. Bon. Marc, est-ce que vous avez d'autres projets? Vous êtes un entrepreneur, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez d'autres projets? Oui, parce que Corona m'a détruit tout le business de manifestation. J'ai créé une nouvelle idée. Je ne sais pas maintenant, c'est aussi possible de commercialiser, mais j'ai beaucoup de requests de tout le monde de regarder des vidéos de jeunes coureurs, aussi de gens normaux qui veulent faire un peu de carving, de off-piste, de neige fraîche et de faire de correction via vidéo. Et maintenant, j'installe un nouveau portal. Les gens me peuvent envoyer via YouTube les vidéos de eux et moi, je veux corriger à la maison via vidéo. Et aussi, ça m'ouvre une nouvelle occasion de faire promotion avec le vêtement, aussi d'organiser de nouvelles manifestations avec mon clientèle digitale, parce que je pense d'après Corona, la vie commence de développer normal et je pense aussi mes manifestations développent normal. Et puis, j'aime skier avec mon client. En France, en Suisse, en Italie, en Autriche, je la fais partout. Et parce que je vis partiel maintenant à Lausanne, chez Laurence Rochat, France, pas trop loin. Et j'espère de skier plus souvent en France en futur. Ça sera un plaisir de vous accueillir et de skier avec Marc Garcia aussi en France, à Megève ou à Courchevel. Marc, Garcia, tu voulais ajouter une petite précision sur les championnats du monde? Ah oui, sur les championnats du monde, j'ai parlé à Cortina. On avait parlé de l'inversion des 15 premiers. Donc, sur la deuxième manche, j'avais expliqué que c'était possible entre les deux manches. Petite erreur, j'ai Jean-Loup Debar, le responsable du comité de Mont-Blanc, qui m'a rectifié. C'est possible en FIS et en Coupe d'Europe, mais en Coupe du Monde, il faut que ce soit décidé 1 heure avant le départ de la course, de pouvoir passer soit des 30 ou à 15, mais pas entre les deux manches. Voilà, petite correction par rapport à ça. Et si je peux me permettre, Marc, mon ami Marc, quand on est arrivé avec les piquets articulés, les breakaways, les rap gate, tu t'en souviens, Marc, il avait la particularité avec son papa de s'entraîner, il doublait les portes à l'entraînement pour l'impact et il cassait énormément de piquets. Oui, notre ami Marc Girardelli. On devait tester tout dans les temps vieux, hein? Mais oui. Tu sais, entraîner tout seul avec mon père, peut-être une rep, c'était un peu plus difficile que dans une équipe. Et parfois, nous avons suivi un peu une direction faute. Hein. Avec une petite équipe, est toujours possible de trouver de nouvelles directions qui ne sont pas toujours vite. Hein.
la correction pendant l'hiver est toujours un petit problème. Pour cette raison, on devait tester beaucoup de choses ensemble et je n'ai pas assez d'informations pendant toute la carrière parce que mon équipe était trop petite. Trop petite. Bon. Merci Marc Girardelli. Nous arrivons au terme de ce ski chrono débrief. C'est un bonheur pour les internautes de skichrono.com de vous avoir eu. Avec Marc Garcia, on se donne rendez-vous lundi prochain après Salbar. Salbar qui est un bon souvenir pour Marc Girardelli où il avait été champion du monde de slalom. Nous vous souhaitons une bonne semaine et nous attendons Marc Girardelli sur les pistes de ski en France pour les championnats du monde en 2023 à Courchevel-Méribel. Ciao. Absolument. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Merci Laurent. encore. Marc. Salut les amis. Salut Marc. Ciao. Salut Laurent. Salut. Salut. Ciao, ciao.